Europe Matin, Patrick Cohen. À la une ce matin, des ratés dans les rappels. Toutes les enseignes, pas seulement Leclerc, ont gardé en rayon du lait pour bébé potentiellement contaminé. 2000 boîtes que les parents ont pu acheter. Comment est-ce possible? Pourquoi cette affaire de lait qui tourne mal? Ce sera l'enquête du 8h avec Anne-Laure Jumet. Fric-frac au Ritz, des braqueurs dévalisent le joaillier du palace parisien. 4 millions d'euros de butin. Mais la police a retrouvé une partie des voyous et des bijoux. Contre la politique d'immigration du gouvernement, les associations d'aide aux migrants attaquent en justice ce qu'elles appellent la circulaire de la honte qui impose un recensement des sans-papiers dans les centres d'hébergement. Réunion prévue ce matin à Matignon avec Édouard Philippe. Et dans un instant, reportage à Ouistreham sur la côte normande où des centaines de migrants affluent dans l'espoir de gagner l'Angleterre. Idée-Force, la France ne détruit plus d'emplois dans l'industrie pour la première fois depuis plus de 15 ans. Est-ce la fin d'un long déclin? On demandera à Daniel Fortin des Échos. Dans ce journal encore, la question des contrats courts que le gouvernement voudrait taxer. Syndicats et patronat vont en discuter. Début aujourd'hui du dialogue sur l'assurance chômage. À 8h15, le numéro 1 de la CFDT, Laurent Berger, sera l'invité d'Europe Matin. Et puis David Bowie, célébré hier soir à Pleyel, 2 ans après sa mort. Ouistreham, 10 000 habitants tout près de Caen avec l'une des 5 plages du débarquement de Normandie en 1944. Aujourd'hui, pour des centaines de migrants, un rêve d'embarquement pour l'Angleterre à bord des 3 ferries quotidiens qui partent pour Portsmouth. Ouistreham serait-elle en train de devenir un nouveau Calais? C'est la crainte du maire qui fait détruire chaque jour les installations de fortune des candidats à l'exil. Reportage sur place pour Europe 1, Pauline Jacot. À l'entrée de la ville, un camion ralentit au rond-point. 5 jeunes hommes soudanais surgissent d'un petit bois entre les voitures. Ils courent derrière le semi-remorque et tentent d'y monter. Mais les portes restent fermées. Parmi eux, Ada, 17 ans. Moi, j'essaye tout le temps, tous les jours. La police ici veut m'arrêter et me renvoyer en Italie. Montés à bord d'un ferry, cachés dans un camion direction l'Angleterre, ces jeunes en rêvent. 150 migrants soudanais pour la plupart errent aujourd'hui dans Ouistreham, mais plus vraiment dans le centre-ville, chassés dès qu'ils s'approchent de l'embarcadère. Constate François, membre du collectif d'aide aux migrants de la ville. Les patrouilles de police sont organisées pour bloquer les entrées de la place et les empêcher de venir jusqu'ici et les laisser en périphérie. 4 à 5 voitures qui tournent en permanence, jour et nuit. Quelques secondes plus tard, un groupe de gendarmes vient déloger 4 migrants assis sur un banc. Le ton monte. Pas de bombe lacrymogène, pas cette fois-ci. Nuance Daniel. Derrière son comptoir, il a assisté à la scène. Tous les jours, ils mettent de la bombe lacrymogène, même devant le restaurant. On leur dit d'aller plus loin parce que j'ai des clients, ils l'ont pris dans la figure, donc on a dû les rincer les yeux pendant 10 minutes. Des forces de l'ordre qui auraient aussi gazé les duvets des migrants qui dormaient dans la forêt, selon plusieurs témoignages. Confisqué leurs tentes, quelques-uns sont accueillis chez l'habitant, mais beaucoup vivent dehors, en bas de chez Guillaume. On voit les sacs poubelles qui traînent un peu partout. J'ai peur qu'un de ces 4, c'est quelqu'un qui habite ici, qui pète un plomb, qui prenne à partie quelqu'un au niveau des migrants. Donc il faudrait faire quelque chose avant qu'on en arrive là. Ouvrir un local, par exemple, mais le maire fait la sourde oreille. Il s'estime lui-même abandonné par les pouvoirs publics. Ouistreham, Pauline Jacot, Europe 1. À Rome, Emmanuel Macron d'accord avec l'Italie pour bloquer les arrivées de migrants en Europe. À Paris, Édouard Philippe a rendez-vous ce matin à Matignon avec les associations d'aide aux migrants qui viennent de saisir le Conseil d'État contre la circulaire qui autorise des contrôles dans les centres d'hébergement. Europe 1, il est 8h03. Une alerte dûment lancée, un produit identifié, une commercialisation suspendue, des lots de lait infantile rappelés dans toute la France. Et malgré cela, des boîtes qui restent en rayon, des centaines de boîtes, 2000, dans toutes les enseignes, Carrefour, Système U, Auchan, Intermarché. Leclerc avait parlé au début de trous dans la raquette, mais là c'est le filet tout entier qui semble manquer. Comment? Pourquoi? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Anne-Laure Jumet. Bonjour. Expliquez-nous d'abord comment se passent les rappels de produits dans la grande distribution. Eh bien, des rappels, il y en a pratiquement tous les jours, mais le consommateur ne le voit pas forcément. Depuis octobre, des barres de nougat, des yaourts à la grecque, des petits pots pour bébés ont fait l'objet de rappels et ce ne sont que quelques exemples. Alors dans ces cas-là, le dispositif est a priori bien rodé. Concrètement, les enseignes reçoivent des affichettes avec la liste, la carte d'identité du produit concerné. L'information est ensuite relayée dans les magasins. Les personnels retirent ces produits des rayons et ces produits sont détruits ou mis de côté selon les cas. Un système qui peut toutefois avoir ses ratés. On l'a vu de manière spectaculaire avec Lactalis. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas des produits Lactalis? Eh bien, plusieurs distributeurs concernés invoquent un problème de gestion par les équipes, des erreurs humaines. Donc, il y a eu 3 vagues de rappels, les 2, 10 et 21 décembre, sur des produits différents. Ça a pu générer de la confusion, trop de retraits,
tue le retrait, résume une des enseignes concernées. Le 21 décembre, on était aussi à quelques jours de Noël, en plein rush donc. Les équipes étaient peut-être débordées localement et des lots ont pu échapper à la vigilance. Alors, est-ce de la négligence ou y a-t-il eu quand même une intention délibérée de maintenir ces produits en rayon? Les services de la répression des fraudes sont en train de mener l'enquête. Ce qui frappe aussi, c'est que les lanceurs d'alerte sont des clients. Il y a eu une cliente de Leclerc au début, et pas des agents de la répression des fraudes. Est-ce que les contrôles sont suffisants? On peut en effet se poser la question. Depuis un mois, les agents ont mené 2000 contrôles pour vérifier que les produits Lactalis étaient bien retirés des rayons. On en connaîtra les résultats demain. Mais au total, ce sont des millions de boîtes qui étaient frappées par les rappels. Et pour Jean-Jacques Neyhouser, inspecteur à la DGCCRF et représentant CGT, les effectifs sont largement insuffisants pour répondre à une crise de ce type. Il y a certains départements où il n'y a plus que 5 ou 6 agents. On imagine bien qu'ils ne peuvent pas, comme ça, sur une demande express, se rendre dans tous les magasins de leur département, alors que le problème est urgent. Et maintenant, on va essayer de déterminer les responsabilités des uns et des autres. Il faut savoir que maintenir dans les rayons des produits frappés de rappel, c'est une infraction pénale sanctionnée par 5 ans de prison et par 600 000 € d'amende. Anne-Laure Jumet, merci. Les contrats courts vont-ils tourner court? C'est l'un des sujets sur la table des négociations sur l'assurance chômage. Patronat et syndicats se retrouvent aujourd'hui au siège du MEDEF. On va en parler avec Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, notre invité dans 10 minutes. Faut-il donc instaurer un bonus-malus pour limiter les recours abusifs aux CDD courts, ces contrats de quelques jours, car entre deux contrats, c'est l'assurance chômage qui prend le relais, ça coûte cher. Mais certaines entreprises expliquent qu'elles peuvent difficilement faire autrement. Écoutez Emmanuel Gautret, il est le DRH du groupe Harmonia, spécialisé dans l'événementiel. On est contraint de recourir à ce type de contrats courts qui sont effectivement d'une journée, voire parfois de quelques heures. Pourquoi ? Parce que nous intervenons sur de nombreux événements, l'inauguration d'un musée, salons professionnels, peut-être des événements tels que Roland-Garros ou des concerts au Stade de France, des événements très limités dans le temps qui intéressent fortement des étudiants ou parfois des jeunes mamans qui y voient un moyen de compléter leurs revenus. Si, pour éviter des pénalités, nous devions absolument recruter des collaborateurs à CDI, nous serions bien en peine de pouvoir les occuper, leur fournir du travail en dehors des CDD de courte durée. Propos recueillis par Carole Ferry. L'économie, c'est aussi cette première en France depuis 16 ans. La destruction d'emplois industriels aurait pris fin l'an dernier, Daniel Fortin. Oui, on en serait à 0 emploi supprimé au 4e trimestre selon l'Institut. Alors même si ces chiffres doivent encore être confirmés, c'est peut-être la fin d'un long cauchemar, Patrick, celui de l'interminable désindustrialisation qui frappe la France avec plus de 1000 usines fermées depuis 10 ans, 1 million d'emplois perdus en moins de 20 ans et 2 millions de rescapés aujourd'hui, un niveau plancher en dessous duquel on espère ne plus descendre. Et la suite La suite, c'est que c'est une bonne nouvelle, mais il faut quand même rester prudent parce que oui, la production industrielle se redresse. Elle a progressé de 2,5% sur les 11 premiers mois de 2017 et au cours des 3 derniers mois, elle aurait même retrouvé son niveau de 2008. Mais attention, la compétitivité de nos usines reste faible, notamment en raison d'une automatisation insuffisante, ce qui veut dire que si les industriels investissent à nouveau, ce qui est le cas, ce sera plutôt dans des robots que dans des embauches. Donc, il y a peu de chances que l'on retrouve un haut niveau d'emploi dans l'industrie dans les années qui viennent. Daniel Fortin des Échos, merci. Europe 1. Il est 8h09, la suite du journal, Patrick Cohen. Les bijoux du Ritz ne sont pas allés très loin. Information Europe 1, la police a retrouvé une partie du butin dans un sac abandonné par les braqueurs du Palace parisien avant d'interpeller 3 des 5 malfaiteurs. Le récit de Guillaume Biet. C'est par l'arrière du palace que 3 braqueurs en tenue de peintre, masqués, sont entrés vers 18h30. Direction les luxueuses galeries de l'hôtel. À coups de hache, ces hommes armés brisent les vitrines du joaillier Alexandre Reza. Mais la sécurité du Ritz les a repérés, notamment grâce aux caméras. Alors, les agents déclenchent le verrouillage des portes. Selon nos informations, quand les braqueurs veulent ressortir, ils sont pris au piège, la grille arrière est bloquée. Au même moment, des policiers du groupe de soutien des quartiers du 2e arrondissement arrivent sur place et maîtrisent les 3 suspects, dont l'un par un tir de taser. Dans le sac que les braqueurs ont dû lâcher, le butin, au moins en partie, a bien été retrouvé d'après nos informations. C'est l'inventaire qui dira s'il y a ou non la totalité des bijoux. À l'extérieur, au moins 2 complices ont pris la fuite.
en voiture et à moto, renversant au passage une femme légèrement blessée. Les suspects arrêtés vivent en région parisienne. 2 d'entre eux sont déjà connus pour braquage de bijouterie. Les voilà donc de nouveau en garde à vue face aux policiers de la BRB, la brigade de répression du banditisme de la PJ parisienne. Guillaume Bier, à l'étranger, 3e jour de trouble en Tunisie contre la vie chère, affrontement entre manifestants et policiers dans plusieurs villes encore hier soir. L'avortement pourrait être presque totalement interdit en Pologne, pays où l'IVG est déjà fortement limité. Les conservateurs nationalistes au pouvoir viennent de relancer le débat au Parlement de Varsovie. Et puis souvent, Trump varie. Le président américain lâche tout à trac lors d'une conférence de presse qu'il n'exclut pas un retour des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Et puis en même temps, il reste évasif en parlant d'un accord mauvais pour les entreprises américaines. On parlera là de réchauffement timide. Europe 1, il est 8h11. David Bowie toujours là, 2 ans après la mort de la star. Concert hommage Salle Pleyel à Paris hier soir en présence d'artistes et d'anciens collaborateurs. Martin Fenot. Une paire de jumelles sur les genoux du fond de la salle. Corinne observe les musiciens qui s'installent. Il y a Mike Garson avec qui il est depuis toujours. Mike Garson au piano, le plus ancien collaborateur de Bowie. C'est lui qui introduit chaque morceau. Ce sont des amis de la star qui chantent et le public se lève jusque sur les balcons de l'auditorium. Tout le concert, Corinne a tenté de retrouver la voix de son idole. C'est pas mon meilleur concert de Bowie, je me tente de le dire, parce qu'il n'était pas là, mais c'est pas une déception du tout. À la sortie de la salle, Didier est ému, il est fan de Bowie depuis 40 ans. Je l'ai vu pour la première fois à 14 ans, en 83, et depuis je l'ai revu 8 fois. Ça a été un beau voyage pendant 40 ans, c'était une belle façon de le terminer. Il y a aussi des spectateurs plus jeunes comme Anastasia, 21 ans. J'ai grandi avec la musique de Bowie et du coup c'était émouvant de voir un peu tout le monde qui pleurait aussi autour. Et sa musique nous accompagne encore, ajoute un fan en évoquant ses vieux vinyles, tandis que la jeune femme, elle, écoute les albums de Bowie sur son téléphone portable. Reportage de Martin Fenot à Pleyel, salle Pleyel hier soir à Paris.